Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Catulu. Hein, et avant toute chose, je voudrais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière, qui était un vlog. J'ai testé un petit peu ce format. Apparemment, ça vous a bien plu. Donc, merci à vous de l'avoir regardé. Donc, il y en aura un petit peu plus souvent sur la chaîne. Hein, donc, voilà. J'espère que ça continuera à vous plaire, bien sûr. Alors, on va donc commencer avec, je vous avais laissé lors de la précédente vidéo, je vous disais que j'avais commencé la lecture de L'épée, la famine et la peste, le tome 1 d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. C'était mon premier roman d'Aurélie Wellenstein. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de cette autrice de fantasy française. Et quand j'ai eu l'occasion de découvrir sur NetGalley que le service presse numérique de sa nouvelle saga était disponible, je me suis donc empressée de le demander. Ça a été accepté et donc du coup j'ai pu découvrir sa plume. Donc ici, on fait la connaissance de 3 personnages. On a Cillian. Cillian, c'est un jeune garçon, il a 13 ans, je crois, 12-13 ans. Il n'est pas bien dans sa peau, il est tout grand, tout maigre, il bégaye un peu, donc du coup, il est un petit peu la risée de son village. Et un peu, je ne veux pas dire le parent pauvre, mais presque, de ce village. Il est toujours un petit peu malmené par les grosses brutes de son village, jusqu'au jour où il tombe sur un loup qui semble être endormi, il perd connaissance et à son réveil, il a la voix du loup dans sa tête. Il a revêtu un masque de loup, un masque en métal extrêmement lourd et du coup il a quand même, voilà, il est devenu aux yeux de tous un monstre. Et il est obligé de fuir son village et il va du coup partir sur les routes, fuir son village pour éviter de se faire massacrer par les hommes de son village. On a également Sullivan. Alors Sullivan, lui, c'est un ancien guerrier de l'Inquisition. Parce qu'on a une Inquisition dans ce roman qui chasse les femmes araignées, qui sont les sorcières, les sorcières de cet univers. Les femmes araignées, on leur prête beaucoup de pouvoir et ça va à l'encontre des préceptes de l'Église. Et du coup, l'Inquisition pourchasse les femmes araignées. Et donc, Sullivan est un ancien guerrier, il a mené de grandes guerres, il a mené de grands combats. Il a été blessé lors d'une très très grande bataille et quand il revient chez lui, il a absolument tout perdu. Sa femme et son fils ont été tués. Ils ont été entoilés. Parce que c'est comme ça qu'on appelle que sont tuées les personnes. Les femmes, les araignées tissent leur toile, elles forment des cocons et ces cocons asphyxient peu ou prou leurs victimes. Et c'est ce qui est arrivé à la famille de Sullivan. Du coup, il est devenu un guerrier déchu. Il est, voilà, il est limite un vagabond. Et un soir, un magnifique cerf, celui qu'on voit sur la couverture ici, un magnifique cerf lui apparaît. Et quand il regarde dans les yeux du cerf, il voit son fils qui est emprisonné dans l'œil du cerf. Alors c'est très très onirique hein, comme image. Et son fils, il est toujours emmailloté dans son cocon de soie d'araignée. Et il y voit un message, l'apparition de ce cerf. Pour lui, c'est un message, c'est une seconde chance pour pouvoir arriver à sauver son fils. Et du coup, il veut absolument trouver la maîtresse des femmes araignées, celle qu'on appelle la tisseuse, qui a d'énormes pouvoirs et qui a somme toute, le pouvoir de délivrer son fils de la malédiction et de délivrer son fils.
Donc, il va se mettre en quête de cette tisseuse. Et on a Erin. Erin qui est une jeune femme qui vit avec son père dans un petit village. Elle subit la drague un peu lourdingue d'un de ses camarades. Et un jour qu'elle se refuse à lui, il décide de la dénoncer en tant que Taranta, c'est-à-dire en tant que femme araignée. Donc, elle est arrêtée et elle est livrée aux mains de l'Inquisition et où elle subit des tortures, mais faut avoir le cœur bien accroché quand même. Hein. C'est très très dark, hein, la plume d'Aurélie Wallenstein. C'est très très noir, c'est très très sombre et elle épargne absolument pas ses personnages. Ils en prennent plein la tronche. Et donc du coup, ces trois histoires, ces trois destins vont être liés, ils vont se retrouver et ils vont former un trio, je dirais même un quatuor avec le cerf, totalement improbable. Et ils vont apprendre à se connaître, hein. Les débuts vont être un petit peu difficiles parce qu'ils se jaugent, ils n'ont pas très confiance les uns envers les autres. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, ils vont développer des liens particulièrement forts, quitte à devenir des liens quasi familiaux. C'est des liens très très puissants que tout un chacun aurait pu laisser tomber ses partenaires et voguer vers d'autres aventures. Mais ils décident de rester à chaque fois pour s'aider les uns les autres dans leur quête. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau dans tout cet univers très dark, très sombre, où il n'y a absolument aucun espoir. Et ben la lumière peut jaillir de ce groupe de 3 personnes. La fin, il y a une scène qui m'a beaucoup émue. C'est très très rare quand je sens cette émotion venir là comme ça, surtout dans un roman de fantasy. Dans les romans contemporains, historiques, ce que vous voulez, les littératures blanches, ça vient assez naturellement. Mais là, on s'attache tellement aux personnages, c'est tellement émouvant, c'est vraiment très très beau. Et puis, bah, la fin quoi. La fin donne absolument envie de connaître la suite. Donc forcément, quand il y aura la suite de cette histoire, je serai vraiment au rendez-vous. J'ai beaucoup aimé la plume d'Aurélie Wallenstein. Elle prend pas de gants pour dénoncer certains faits. Les traumatismes, les agressions faites aux femmes. C'est vraiment très... elle prend pas de gants, hein, c'est très très incisif, c'est très punchy. Et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, surtout. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a vraiment donné envie de découvrir ces autres romans. Et Dieu sait qu'il y en a pléthore, parmi les plus connus, Mère morte, Le Dieu oiseau, qui sont les plus connus et je pense les plus aimés aussi par ses fans. Donc voilà, je vous encourage vraiment à découvrir si vous connaissez la plume d'Aurélie Wallenstein, je vous encourage vivement à démarrer la lecture de ce roman qui m'a, pour moi, vraiment beaucoup plu. En lecture audio, j'ai écouté Destination inconnue d'Agatha Christie, dont je vous mettrai la vignette ici. Alors, c'est pas le plus connu des Agatha Christie, c'est pas le meilleur non plus. Hein, autant dire les choses comme elles sont. Ici, on ne retrouve pas les personnages phares des romans d'Agatha Christie. On ne retrouve ni Hercule Poirot ni Miss Marple. Alors, le roman s'ouvre avec la disparition de Thomas Betterton, qui est un scientifique brillant et qui a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces, sans laisser le moindre mot. Du coup, les enquêteurs interrogent sa femme pour savoir s'il y avait des signes avant-coureurs de la disparition de son mari, s'il a disparu de son propre chef, s'il a été enlevé, s'il y a eu une demande de rançon, enfin bref, toutes les questions que les enquêteurs peuvent se poser quand quelqu'un disparaît. Alors, l'épouse, forcément, ne sait rien, hein, selon ce qu'elle dit aux enquêteurs. Et peu après avoir été interrogée par les enquêteurs, elle décide de s'offrir un petit voyage pour se détendre un petit peu le string. Et elle décide de partir à Casablanca, je crois. Voilà, elle prend l'avion pour Casablanca. Sauf que l'avion se crache et la femme de Thomas Betterton décède peu de temps après le crash. Et les enquêteurs décident de remplacer l'épouse de Thomas Betterton par une jeune femme
qui va donc prendre la place de l'épouse et du coup se mettre dans ses pas parce qu'il se doute que elle allait rejoindre son mari. Donc, pour savoir exactement ce qui s'est passé, on décide de remplacer l'épouse de Thomas Petherton par une jeune femme qui va donc prendre la place de cette épouse et suivre un chemin vers une destination inconnue. Donc, voilà, c'est pas le meilleur d'Agatha Christie. J'ai pas trouvé qu'il y avait une intrigue de ouf. Je me suis pas spécialement attachée au personnage. Voilà, l'enquête était bof. Hein. L'enquête était assez bof. Alors par contre, ça s'écoutait bien. Hein. Mais j'avais hâte que ça se termine en fait. C'est pas mon préféré d'Agatha Christie, même si tout le passage de l'intrigue qui se déroule à Casablanca et Le Caire, moi j'ai bien aimé. Parce que j'aime beaucoup cet endroit, même si j'y suis jamais allée. J'aimerais beaucoup aller en Égypte. Casablanca, je crois que oui, Casablanca, j'y suis allée. La dernière fois que je suis allée au Maroc, d'ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup cette ville et cet endroit de l'Afrique du Nord. Voilà, mais ça m'a pas transcendé de ouf, on va dire. Hein. C'est pas le meilleur Agatha Christie que j'ai lu. Bon, ça a fait le job, ça a été divertissant, mais voilà, ça n'a pas eu trop de suite. Voilà. Et enfin, c'est un petit qu'as-tu lu cette semaine. J'ai lu le tome 5 de La Malédiction des Dragon's Blood d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Alors, le tome 5 s'intitule Ulrich et Andrew. Donc, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans ce tome 5. Pour rappel, La Malédiction des Dragon's Blood, on fait la connaissance de Samuel, qui est un musicien... Quand on le rencontre au tome 1, il est particulièrement désœuvré, il a plus d'inspiration, ses disques ne se vendent plus autant qu'avant, il sombre peu ou prou dans l'alcool, il a divorcé, sa femme a récupéré la garde exclusive de leur fille, donc du coup il ne peut plus voir sa fille. Bref, rien ne va pour lui, il décide de mettre fin à ses jours, jusqu'au moment où il tombe sur un manuscrit lui disant qu'il est l'héritier d'un château. On lui donne l'adresse du château, il se rend dans ce château, et là, il va basculer dans un monde parallèle où il va rencontrer ses ancêtres. Parce que c'est un Dragon's Blood, il va faire la connaissance d'Ulrich, qui est la première victime de la malédiction, parce qu'il a mécontenté, c'est le moins qu'on puisse dire, une sorcière qui a décidé de maudire tous les descendants d'Ulrich en les tuant. Ils sont au nombre de 46, donc Samuel est le 46e, et il a pour mission de remonter dans le passé pour empêcher Ulrich de provoquer la colère de la sorcière. Alors dans ce château, il y a un immense couloir avec 46 portes et il faut que Samuel ouvre chacune des portes pour espérer retomber sur l'histoire d'Ulrich et de l'empêcher de commettre l'irréparable. Et donc ici, voilà, Samuel poursuit sa quête de trouver la bonne porte. Il va avoir une aide qu'il ne pensait pas avoir. Voilà, on voit un peu, il y a un peu moins de... J'ai trouvé ce tome 5 un peu moins plein d'action. On est un peu dans un... parce que je crois que c'est l'avant-dernier. Hein. C'est l'avant-dernier de la saga. Je crois que c'est une saga en 6 tomes. J'ai trouvé qu'on tournait un peu plus en rond. On s'attachait un peu plus au caractère des personnages, notamment au caractère du personnage qui va aider Samuel dans sa quête. Et on s'intéresse un peu plus aussi au caractère des fantômes qui peuplent
qui peuplent ce château. En tout cas, voilà, ça se lit archi vite, ça se dévore. Le style d'Anne Robillard, il y est pour beaucoup aussi. Faut pas se le cacher. Le style y fait pour beaucoup. Moi, j'adore Anne Robillard depuis que j'ai découvert sa saga phare, Les Chevaliers d'Émeraude, que j'avais adoré. Ici, on est, alors, Les Chevaliers d'Émeraude, c'est plus du jeunesse. Ici, on est quand même un peu plus dans la fantaisie adulte. Ça rentre parfaitement dans le Totally Série Club, dans la catégorie... Bon, on peut dire que c'est un petit peu entre Les Rois Maudits et... Les Rois Maudits, les légendes Mogador et un peu de science-fiction avec la Twilight Zone. Donc ça rentre dans trois catégories, dans plusieurs catégories du Totally Série Club. En tout cas, je suis ravie de poursuivre cette saga et j'ai hâte de connaître la fin, savoir si vraiment Samuel va réussir à déjouer la malédiction de Sorcieri, la sorcière. Voilà, donc c'est un tout petit Cthulhu, c'est une toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans et si vous les avez lus, me dire ce que vous en avez pensé. Vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!